Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette 11e journée des Jeux Olympiques d'hiver. Aujourd'hui, on va revenir, encore une fois, on va parler du cavalier va parce qu'il y a eu des nouvelles informations dans cette affaire, mais ça sera un peu plus tard dans la vidéo. On va parler du bilan des Bleus avec une nouvelle médaille pour l'équipe de France. Du côté du biathlon, on reviendra sur les autres résultats des Français. On parlera également donc des autres compétitions, notamment du patinage artistique, des sports collectifs. Et puis on regardera également le programme de demain et un programme qui sera très intéressant, notamment du côté des Français, avec notamment, je crois, du ski de fond, du sprint du côté du ski de fond. Ça va être, encore une fois, très spectaculaire par équipe et avec une petite surprise en plus dans cette compétition du côté des garçons. Bon, on commence tout de suite avec le biathlon. C'était le relais masculin et une nouvelle médaille pour les Français, une course de dingue. Le dernier relais entre Christiansen, Fillon-Maillet et Latipov. Latipov qui avait la course totalement en main. Et puis il a complètement fracassé le dernier tir. Voilà, il a complètement explosé dans le dernier tir Latipov. Sur ses 5 premières balles, il en rentre qu'une, et donc il fait 2 tours de pénalité, et il finit quand même 3ème. C'est pour dire la marche quand même qu'ils avaient les Russes. La France n'a pas fait de tour de pénalité, mais 9 balles de pioche. On me l'avait reproché dans je sais plus quel commentaire de course en me disant oui, c'est pas grave, les balles de pioche, c'est que les tours de pénalité qui comptent dans les relais. Non, c'est les balles de pioche, ça compte. Ça compte parce que essayer de mettre une balle avec des gants dans un trou qui doit faire cette taille-là pour mettre la balle, vous allez voir, vous allez galérer comme des porcs. Ça prend au moins 10 à 15 secondes de mettre une balle de pioche entre le moment de mettre la balle dans le chargeur et de armer l'arme et le moment de tirer. Ça prend au moins 15 secondes. Donc c'est 15 secondes de perdu par rapport à un mec qui fait un 5 sur 5. Alors oui, c'est pas un tour de pénalité. Un tour de pénalité, c'est 25 secondes. Mais bon, 2 balles de pioche, ça équivaut à un tour de pénalité. Très clairement. Donc voilà, c'était pour un petit peu, parce que j'adore les mecs qui disent moi j'y connais tout et puis toi tu connais rien. Bon, des fois je connais quand même des choses. C'est pas parce que je pratique pas les disciplines que je regarde quand même du biathlon depuis 10-15 ans. Alors la Coupe du Monde depuis un peu moins que 10 ans, mais ça fait depuis 10 ans vraiment que je suis à fond les résultats de l'équipe de France depuis Martin Fourcade. Je peux vous dire, j'en ai quand même vu des courses de biathlon dans ma vie. Du côté de la Norvège, donc en tête, heureusement qu'il y a eu Christiansen, je dirais, non, mais voilà, il y a eu une fin de relais vraiment très forte. La Green encore un petit peu en difficulté, je trouve. Et puis l'Allemagne, mais l'Allemagne qui a jamais vraiment réussi à accrocher le bon paquet pendant cette course. Et puis la Suède 5ème, mais on savait qu'au niveau des temps de ski, c'était compliqué. Et puis vous voyez la Suède, 13 balles de pioche. Il y a un tour de pénalité, 13 balles de pioche. Bon voilà, face à l'Allemagne, il y a 40 secondes, je crois que les 45 secondes, t'as les 4 balles de pioche qui sont là-dedans. Canada, Italie, Biélorussie, qui a fait quand même 2 tours de pénalité à la Biélorussie. Bon voilà, après on est... il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Devant, on a les 2 meilleures nations au monde. Le titre olympique de la Norvège est absolument pas discutable. Je dirais que la Russie était quand même un peu la surprise de début de course. Mais on a vu que les Russes ont vraiment coché les relais, que ça soit en ski de fond, là en biathlon. Je pense qu'ils ont vraiment le relais mixte aussi. Vous avez été très bons, les Russes. Donc là, ils prennent quand même la 3ème place, mais ils auront d'énormes regrets. Et puis Latipov, voilà, je pense que quand il va rentrer au pays, il va se prendre une petite engueulade. On continue avec le slopestyle. Il y avait le ski acrobatique féminin, le slopestyle. C'est pas passé pour Tesle 2, qui a eu beaucoup de mal en voulant faire ses meilleurs éléments. Donc a fini 7ème. Tesle 2. Je pense qu'il y a surtout un peu de fatigue. Elle l'avait dit après le Big Air. Il y avait de la fatigue. Je pense que c'est presque plus de la fatigue nerveuse, mentale, que de la fatigue vraiment physique. Les Jeux Olympiques, il faut savoir que vous avez toute cette pression médiatique, que vous avez toutes les caméras braquées sur vous, et puis vous avez la pression au niveau du résultat. Une fille comme Tesle 2, ça fait depuis 3-4 ans qu'on dit que cette fille-là, elle peut vraiment viser les médailles aux Jeux Olympiques. Donc c'est un peu comme Perrine Lafont après son premier titre, quoi. C'est vraiment pas simple à gérer. Et Tesle 2, le souci, c'est qu'elle était médaillée dans la première épreuve. Elle est quand même passée à ça de l'or. Vraiment rien. Après, c'était totalement mérité de la part de Hélène Gou, qui a caché son jeu jusqu'au dernier moment.
et qui, je pense, avait privilégié vraiment les Jeux Olympiques. Il faut savoir également que Tesla 2 a fait les X Games. Les X Games, les Jeux, il y avait même pas, il y avait à peine 10 jours entre les deux compétitions, en sachant toutes les contraintes au niveau sanitaire pour ces Jeux Olympiques. Forcément, au bout d'un moment, je pense qu'il y a une fatigue, une grosse fatigue, voilà, c'était pas facile. Mais demandez par exemple, à Jason Lamy-Chapuis. Jason Lamy-Chapuis, en 2010, il remporte l'épreuve du petit tremplin. Derrière, sur le grand tremplin, il se plante. Alors, il y avait eu aussi une affaire avec les conditions de vent sur le sautoir qui avait pas été très régulière. On avait fait sauter les mecs, c'était vraiment des conditions qui étaient extrêmes. Mais même sur le relais, ensuite derrière, il fait pas une très grande course sur le relais à Vancouver. Mais parce que voilà, quand tu as remporté, tu as réussi ton objectif, c'est pas facile de se remobiliser pour d'autres courses. Et c'est la force de Quentin Fillon-Maillet, hein, quand même, sur ces Jeux Olympiques, c'est de se remobiliser sur les courses tout au long des 2 semaines de compétition. C'était vraiment pas facile, je peux vous dire. Ça arrive également aux nageurs aussi, ce genre de choses. Alors le titre pour la Suissesse, Mathilde Grémaud, qui avait fini 3e du Big Air, devant Hélène Gou. Ça s'est joué à rien, 4 dixièmes de points. Belle performance quand même de Mathilde Grémaud, qui, je rappelle, s'était qualifiée 12e, hein, Mathilde Grémaud quand même. Hein. C'était passé ric-rac hier. Et puis donc Hélène Gou 2e, et puis Kelly Sildarou, l'Estonienne, qui finit 3e, parmi les surprises, encore une fois les Américaines, qui n'ont pas été très performantes. Mais bon, là aussi, du côté des Américaines, les X Games, les Jeux Olympiques, c'est pas forcément un objectif hein, dans les sports extrêmes pour les Américains. Les X Games, c'est presque plus important que les Jeux Olympiques. Il y avait également la descente aujourd'hui, la descente féminine. On est passé pas loin quand même de la belle histoire de ces Jeux Olympiques avec Sofia Gotcha qui aura remporté le titre après sa grosse chute. Elle finit 2e et c'est une énorme performance pour Sofia Gotcha, donc qui finit 2e derrière Corinne Sutter, l'allemande, 3e Nadia Delago, mais on sait que les italiennes sont très très fortes en descente, hein. On a également Elena Curtoni 5e, Kira Weidel 4e. Bon, du côté des Françaises, on a quand même la belle performance de Laura Gaucher qui, je trouve, réalise des beaux Jeux Olympiques avec une 10e place. Romane Miradoli 13e. Et puis par contre la grande déception pour Tiffany Gauthier blessée, et Camille Cerruti ligament croisé intérieur du genou plus le ménisque. Donc voilà, grosse période d'indisponibilité pour Camille Cerruti qui n'était venue que pour la descente. C'est vraiment dommage pour la française. On lui souhaite un beau rétablissement parce que c'est vraiment, je pense, une blessure très compliquée. Et puis se blesser aux Jeux Olympiques, moi, ça m'a fait penser cette blessure-là à Marion Roland, qui, tout le monde se souvient de cette image aux Jeux Olympiques de Vancouver, qui malgré son titre de championne du monde passe toujours, parce que je rappelle qu'elle a quand même été championne du monde derrière, en Autriche, c'était je crois du côté de Schlagmin en 2013. C'était 2013 ça sûr, je crois que c'était Schlagmin, mais c'est surtout la Marion Roland, elle s'était blessée ce jour-là. Et c'est toujours dur de se blesser le jour presque le plus important de sa vie. Et Camille Cerruti, voilà. Alors elle savait qu'elle jouait pas la médaille, Camille Cerruti, mais elle voulait tellement arriver en bas de la descente. Et derrière se blesser, le cri en plus de douleur, c'est vraiment une blessure très importante. Voilà, ça doit être terrible tout pour elle et je lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Michaela Schifrin prend quand même la 18e place. Marie-Michel Gagnon, 8e. Qui est la première nord-américaine. Puis voilà, du côté de cette course, donc on est passé quand même pas loin pour Sofia Gotcha, mais sacrée performance quand même de l'italienne parce que elle était quand même blessée, elle était pas sûre d'aller aux Jeux Olympiques, vraiment à cause de sa blessure, elle est partie au dernier moment. Elle a même décidé de ne pas faire le Super G pour accélérer au maximum la récupération, donc vraiment chapeau Madame Gotcha parce que vraiment vous avez fait du grand travail. Je continue avec les qualifications du slopestyle homme. C'est pas passé pour Antoine Adelis, qui n'a même pas pris le départ de cette compétition. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Antoine Adelis, je vais pas vérifier. Parce que je vais avoir les infos sur Google. Oui, parce qu'il s'est fait une entorse du genou droit. Voilà, avec lésion du ligament antérieur. Je ne savais pas, hein, j'avais pas vérifié l'info. Donc voilà, dommage pour Antoine Adelis qui n'a pas pu participer à cette compétition. Là aussi c'est dur, hein, la blessure lors des qualifications ou lors d'un entraînement, c'est aussi très compliqué. Donc on lui souhaite également un bon rétablissement. Disons c'est la journée des blessures aujourd'hui.
Du côté des qualifications, dommage pour Édouard Thériault, le Canadien qui finit 13e. Rien de Oliver Magnusson. Voilà, après tous les grands noms, je dirais, sont passés dans cette compétition. On continue. Hop, je remonte tout en haut, parce que si je fais retour sur Opéra, ça me renvoie très très loin. Donc slopestyle c'est fait avec le combiné nordique aujourd'hui. Avec l'épreuve sur grand tremplin et les Français qui ont plutôt été bons, je trouve, surtout Antoine Gérard qui avait vraiment un blocage sur le saut depuis quelques temps, et puis là il a sorti un très bon saut, et puis derrière 14e. Très bon ski de fond d'Antoine Gérard, ça a été l'un des plus rapides. Matt Théobo lui a un peu craqué sur la fin de course, il finit 21e. Laurent Mullenthaler 26. Ça a été plus compliqué pour Gaël Blondeau, mais il faut savoir qu'il partait déjà extrêmement loin. Donc il finit 40e, Gaël Blondeau, le français. Le chinois qui finit dernier, le chinois qu'on avait vu, qui je crois portait la flamme olympique. Je crois que c'était lui qui portait la flamme, qui a été le dernier porteur de cette flamme olympique. Le titre pour Grabach devant Oftebro et Watabe. Quelle finale! Vraiment, si vous connaissez pas trop le combiné nordique, je vous invite à regarder le final de cette course. On avait connu déjà le final à Vancouver avec Jason Lémy-Chapuis, qui était déjà une course un petit peu de malade. Mais alors là, le final avec Grabach et Oftebro qui reviennent de nulle part, avec Lamparter qui explose complètement. Le pire, ça a été Rieber qui déjà en début de course s'est gouré de chemin. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je pense qu'il repère quand même le parcours. Alors ça, avec Rieber, a été qu'à contact de Covid, mais et puis surtout, il y avait quasiment pas d'entraîneur. C'est un endroit où il y a un embranchement. Je pense que ça aurait été pas mal quand même dans les équipes de mettre un entraîneur. Il y avait qu'un entraîneur français qui était là. Et Rieber, il a fait 200 mètres sur le mauvais parcours. Voilà, sur l'arrivée, alors qu'il fallait continuer sur le parcours traditionnel. Donc il a fait 150 mètres, 200 mètres, donc il a perdu 30 secondes à ce moment-là. Quand tu vois qu'il finit à 39,8, bah tu vois, il serait pas monté sur le podium, il aurait fini 5e. Et puis en plus il a fait plus de distance, donc ça a peut-être fait craquer physiquement. Et puis Grabach et Oftebro, par contre les deux Norvégiens, ils sont partis de tellement loin. Ils étaient à 10 secondes encore à 1 km, et puis bon, ils ont fini comme des malades. Enfin voilà, 1 km et demi, 2 km, ils étaient à 10 secondes, et puis devant ça a un peu craqué. Watabe qui prend quand même une belle 3e place parce qu'il a fait tout le job pour Face, pour Lamparter, pour Rieber. Il n'y en a aucun qui lui a passé un relais, donc chapeau déjà. Alors c'est peut-être pas très intelligent tactiquement, mais quand même chapeau. Et puis voilà, belle performance je trouve d'Antoine Gérard et les Français qui pour le moment ont tenu leur rang. Et voilà, l'objectif c'était de faire top 15. Le top 10 me semblait quand même un peu compliqué. Et voilà, c'est une belle performance. On finit avec le bobsleigh à 4. Triplé allemand pour le bobsleigh. Bon, il n'y a pas eu vraiment match. Friedrich s'impose devant Lorner. 3e, Christian Hafer et Mathias Sommer, qui avaient un peu difficilement débuté. 4e, Vogt et Sandro Michel. Rudy Rinaldi et Boris Vian, les Monégasques, finissent 6e. Et c'est vraiment une très très belle performance des Monégasques. Voilà, ils ont perdu une place dans la dernière descente, mais ils ont vraiment fait du très très bon travail. Et puis les Français qui finissent 12e, ils finissent bien les Français, c'est dommage la première descente, les 2 premières descentes, et surtout la première où il y aura des regrets, parce que je trouve qu'il finit vraiment bien Romain Heinrich et Dorian Unterville. Romain Heinrich qui a vraiment bien piloté, c'est prometteur. Et puis Brad Hall qui finit quand même 11e alors qu'il s'est retourné avec son bob lors de la 3e descente. Donc voilà, quand même belle performance, je dirais, des Français dans cette compétition. Et puis les Brésiliens qui ont été un petit peu évoqués sur les réseaux sociaux finissent 29e. Ils finissent pas derniers. Les derniers, ce sont les Jamaïcains, et les Trinidadiens finissent 28e. Voilà, dans les pays peut-être un petit peu exotiques. Et donc voilà, les Français qui on aurait aimé quand même un top 10. Ça sera peut-être le cas sur le bob à 4, mais voilà, c'est dommage, c'est leur début de compétition qui a été un petit peu compliqué du côté des Français. Du côté des médailles, donc il y avait la finale en snowboard du Big Air où il n'y avait plus de Françaises, avec Lucille Lefebvre qui a fini sa carrière sur un beau saut déguisé. C'est Anna Gasser qui s'impose, l'Autrichienne, devant
la néo-zélandaise Zoe Sadowski qui avait remporté le slopestyle, et Kokomo Murase, troisième. Ça s'est joué à rien, vraiment, et Anna Gasser qui a fait un sacré dernier saut, où elle prend 95-50. Je rappelle que le maximum, le 10 de gymnastique, on va dire le 10 dans ces disciplines-là, c'est 100. Donc 95-50 sur 100, c'est que vous n'avez pas grand-chose à jeter sur votre figure. Dommage les Canadiennes qui finissent un peu loin sur cette compétition. Du côté du big air masculin, alors là j'ai pas vu la compétition, mais c'est Su Ziming, le chinois, qui s'impose devant Mons Reuseland et Maxence Parot, qui a fait un moins bon score comme qualification. Maxence Parot, alors son score en qualification qui avait été un peu considéré comme un peu gentillet. Les Américains qui ne sont pas sur le podium encore. Et donc Su Ziming, le chinois, qui remporte le titre. Important, les titres dans la discipline des sports extrêmes pour les Chinois. Vous savez qu'il y avait des médailles à prendre dans ces disciplines-là. Je finis avec le patinage de vitesse, avec la poursuite par équipe. Ça a été compliqué quand même pour l'équipe des Pays-Bas. Alors le titre pour le Canada, ça s'est joué dans les 50 derniers mètres avec les Japonaises. Alors je crois que c'est Nana Takagi ou Mio Takagi, c'est une des deux Takagi, qui est tombée dans le dernier virage. Vraiment dans les 100 derniers mètres, elle est tombée. Alors les Canadiennes revenaient très fort, hein. On ne sait pas si les Japonaises auraient réussi à garder les 3 dixièmes d'avance qu'elles avaient à 200 mètres de l'arrivée. Mais bon, là, elle est complètement tombée, et c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Ça lui était déjà arrivé en Coupe du Monde. Alors est-ce que ça a été... Est-ce qu'elle était complètement cramasse physiquement? Est-ce que c'est le rappel de ce virage-là, et psychologiquement, voilà, elle a perdu ses moyens à ce moment-là, mais c'est quand même terrible pour la Japonaise, surtout qu'on est quand même dans un pays, le Japon, qui ne pardonne pas forcément les erreurs, qui est assez dur quand même de ce côté-là, hein. On se souvient notamment de ces grands directeurs qui sont obligés de pleurer quand ils font leurs excuses à la télévision. Voilà, c'est un pays qui est quand même assez difficile de ce côté-là, donc je pense que entre la japonaise du saut à ski qui s'est fait disqualifier à cause de sa combinaison et cette japonaise-là qui tombe dans le dernier tour, voilà, c'est une médaille d'argent vraiment au goût amer. Donc les Canadiennes finissent 3e, et puis les Pays-Bas finissent, les Canadiennes remportent l'or, et puis les Pays-Bas finissent 3e. Mais alors je pense que le sélectionneur néerlandais, c'est vrai que Benoît Durand en parle beaucoup, et je suis assez d'accord avec lui. Le sélectionneur néerlandais, la saison quand même de Coupe du Monde a été vraiment pas bonne cette saison du côté des Néerlandaises et des Néerlandais. Et autant les Néerlandaises, il y a quand même quelques titres et quelques résultats vraiment très réussis, autant chez les garçons, voilà, c'est compliqué de défendre le bilan du coach néerlandais. Il faut savoir que c'est vraiment une discipline majeure, hein, pour le patinage de vitesse, le patinage sur piste longue, c'est vraiment une discipline majeure pour les Néerlandais, et le bilan est très maigre, hein, par rapport à d'habitude pour les Néerlandais. Et les Norvégiens qui s'imposent chez les garçons devant la Russie et les États-Unis. Les États-Unis qui ont explosé les Pays-Bas, qui n'avaient aucune cohésion d'équipe. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs assez incompréhensibles quand même au niveau des résultats dans cette compétition. On va passer au patinage. Oui, le patinage artistique. On va finir sur le patinage artistique. C'était le programme court, bien entendu, avec Valieva, qui est en tête à la fin de ce programme court devant Sherbakova, Sakamoto, Trusova, Higuchi et Jung. La première non-russe et non asiatique, c'est Loena Hendricks. Dommage, la petite main posée pour la Belge sur son programme. Vous savez que j'aime bien la Belge, parce que je l'avais vue au championnat d'Europe. Je trouvais que vraiment elle avait fait un très très beau programme, et vraiment elle avait fait du bon boulot. Hendricks, c'est dommage, elle avait posé la main. Par contre, les juges ont été très sévères, parce que même Valieva a 2 ou 3 points de moins par rapport au championnat d'Europe, et Hendricks a quasiment 10 points de moins par rapport au championnat d'Europe. Donc les juges ont été assez sévères sur cette compétition. Valieva qui a maintenant comme excuse de dire « j'ai pris les médicaments de mon grand-père ». Voilà. Donc pour moi c'est pas une excuse, hein. On doit savoir ce qu'on prend quand on est un athlète de haut niveau. À partir du moment où, encore une fois, elle est élite, c'est-à-dire que je considère que c'est une sportive de haut niveau. Sportive de haut niveau, c'est pas seulement dans la performance, c'est dans l'hygiène de vie également. Tu sais, quand on reproche aux footballeurs leur hygiène de vie, bah là je reproche également l'hygiène de vie de Madame Valieva. Même si elle a que 15 ans et demi, moi en plus,
moi j'ai eu un grand-père qui avait énormément de médicaments. Alors certes, je le voyais pas tout le temps, mais il est mort, j'avais même pas 15 ans à l'époque. Je peux vous dire que mon grand-père, j'aurais jamais pris son pilulier, tu vois. Il y a un moment, même quand j'avais 10 ans. Hein. Donc il y a un moment, ça me semble quand même très suspect, hein, le coût des médicaments du grand-père. Alors est-ce que c'est pas les Russes qui lui ont dit de dire ça pour tenter de faire mieux passer la pilule dans ce genre de cas? Bon, il va falloir quand même se méfier parce que, là, il n'y a pas d'Américaine dans cette compétition-là, mais je rappelle que la commission antidopage américaine s'est saisie un petit peu de ce dossier à bras-le-corps. Je pense qu'il y a un côté un petit peu géopolitique derrière tout ça, parce qu'on entend beaucoup les Américains parler sur l'affaire Valieva. C'est bizarre, sur d'autres affaires de dopage, les Américains, ils parlaient pas beaucoup. Donc ça me fait un petit peu marrer de ce côté-là. Donc, je pense qu'il y a aussi le côté géopolitique avec la crise en Ukraine, mais il faudra se méfier qu'ils aient pas non plus ensuite les Japonais sur le dos, parce que il y a quand même une Japonaise qui est 3e. Les Japonaises ont des programmes libres. Alors il n'y a pas des quadruples, mais par contre il y a des beaux triples, notamment le triple axel, qui est un triple qui rapporte beaucoup de points. Donc elles peuvent remonter dans ce classement. Sakamoto est pas très loin au final. Elle est à 3 points de Valieva, donc rien n'est fait encore. Il faudra voir si les Japonais se mettent pas aussi à attaquer un petit peu les Russes. Alors il y a eu des applaudissements. Voilà, après moi je suis pas à siffler non plus dans les terrains. C'est pas elle qui est responsable du fait qu'elle participe à la compétition, ce sont les instances. Si on doit engueuler quelqu'un pour sa participation à cette compétition, ce sont les instances. Et que ça soit les instances russes, le CIO également, qui ont géré, et je dirais même le tribunal international du sport, qui ont créé ce micmac. On pense même qu'il y aura peut-être une concurrente en plus sur le programme libre. C'est-à-dire que normalement on devait en prendre que 24, et on en prendra peut-être 25, sauf qu'on n'est pas encore sûr si on en prend 24 ou 25. Ce qui fait que Jenny Saharinen, qui est 25e, elle ne sait pas si elle va concourir dans 2 jours pour le programme libre. Enfin, on est quand même dans une situation qui est assez incroyable et assez monumentale quand même de ce côté-là. Hein. Mais bon, vive le sport, hein, comme dirait Gérard Rolls. On passe au programme des sports collectifs. On commence avec le curling. Ça commence à être la fin même du curling de la phase de round robin, hein, on va attaquer les demi-finales notamment. Du côté du curling, la Norvège a battu la Russie chez les hommes. L'Italie a battu les États-Unis chez les hommes également, 10-4. Ils ont souffert les Italiens dans cette compétition. Victoire également de la Russie sur le Canada, 7-6. Du côté des filles, la Suisse a battu les États-Unis 9-6. La Grande-Bretagne a battu le Japon 10-4. Et la Russie a battu la Chine du côté des filles également aux 1-5. Il y avait également du hockey sur glace avec les phases de play-off, on pourrait dire. Parce qu'ils appellent ça qualification sur le site de Olympique, ce sont un petit peu des play-offs. La Slovaquie a battu l'Allemagne 4-0. Le Danemark a battu la Lettonie 3-2, pardon. C'était un match très serré. La Suisse a battu la République tchèque 4-2. La République tchèque a été assez décevante, hein, sur cette compétition. Et puis le Canada qui mène en ce moment 5-2 face à la Chine. Le match est toujours en cours. Du côté du curling, les classements. La Suède et la Grande-Bretagne sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Le Canada est pour le moment 3e avec un match en retard, donc ça semble quand même bien embarqué également. Les États-Unis sont 4e avec 4 victoires et 4 défaites. On retrouve ensuite Russie, Suisse, 3 victoires pour 4 défaites. Chine, Norvège, 3 victoires, 5 défaites. Et Italie, Danemark, l'Italie a 2 victoires pour 5 défaites. Le Danemark, 1 victoire pour 6 défaites. On peut déjà dire que ces équipes-là sont éliminées, Italie et Danemark. Du côté des filles, la Suisse est pour l'instant en tête avec 6 victoires et 1 défaite, devant la Suède avec 5 victoires et 2 défaites. On retrouve ensuite la Grande-Bretagne avec 4 victoires, 3 défaites, le Japon 4 victoires, 3 défaites, pareil pour les États-Unis, le Canada et la Corée sont à 3 victoires, 3 défaites, la Chine et le Danemark 2 victoires pour 5 défaites, et enfin la Russie 1 victoire pour 6 défaites. Enfin, on attaque le programme de demain. Du côté du programme de demain, dans ces Jeux Olympiques, on aura du curling avec le tournoi féminin qui continue. On aura les quarts de finale hommes en hockey sur glace. Il y aura le slalom avec la première manche à 3h15, la deuxième manche à 6h45. Ça dépendra quand même aussi des conditions climatiques.
Le biathlon, on aura le relais féminin, le 4x6 km. On aura, ça sera à partir de 8h45. Les qualifications du sprint à partir de 10h, du sprint par équipe. C'est peut-être même un peu avant, parce que là on menait les demi-finales, mais c'est peut-être avant le sprint par équipe. Et puis il y aura la finale homme du ski acrobatique à partir de midi. Le short track, on aura le 1500 mètres et le 5000 mètres homme. Il y aura également la petite finale du hockey féminin. Ça sera à 12h30. Voilà, du côté du hockey féminin, on commence à attaquer la fin des tournois des sports collectifs. Du côté des Français, hop là, je finis avec ma petite feuille du Figaro sur les Français de demain. Donc Pinturo, Clément Noël, Pinturo, je crois que Noël partira de SAR 4, Pinturo je crois partira de SAR 8, ça sera à 3h15 du matin pour le slalom. On aura Mélissa Gall et Léna Quintin sur la demi-finale du sprint classique à 8h15. Du côté des garçons, ça sera à 9h15 et ça sera Hugo Lapalu et Richard Joux, ce qui est un petit peu une surprise de ne pas retrouver Lucas Chanava. Après, il était peut-être tellement dévasté après la compétition féminine, la compétition individuelle, pardon, je vais y arriver, que ça a été très compliqué pour lui. Le biathlon à partir de 8h45, la composition, ça sera Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Justine Brezaz et Julia Simon. Forcément, j'ai un petit peu des inquiétudes quand on finit avec Justine Brezaz et Julia Simon, donc on verra comment ça va le faire du côté des filles. Je suis pas totalement rassuré. Le 1500 mètres, les quarts de finale, pour le short track féminin, on aura Tiffany Huot-Marchand et Gwendoline Daudet à 12h30 qui essaieront de se qualifier pour les demi-finales. C'est vrai que le short track, ça a quand même été très difficile sur ces Jeux olympiques d'hiver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à poser des questions dans les commentaires. Et puis, bon, on se retrouve demain. À la même heure, je sais pas à quelle heure sera diffusée cette vidéo, parce que là, il est que 16h24. Donc je pense que j'aurai du mal à la mettre en ligne à 19h. Mais demain, on espère à 19h. La vidéo. Allez, ciao, ciao sur la Mac Production.